Nous sommes le 4 février 1934, 5 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de scientifiques teste un nouvel équipement de communication par réflexion ionosphérique de haute fréquence, c'est-à-dire en gros utiliser le ciel comme un miroir afin d'envoyer des signaux par-delà la courbure de la Terre. Et tout cela à bord d'un cargo norvégien en route vers Terre-Neuve. Seulement, voilà, une partie de ce signal très puissant ne s'est pas reflétée sur la ionosphère et est directement partie dans l'espace, à la vitesse de la lumière. 14 années plus tard, les habitants de la planète Ummo détectent le message en provenance de la Terre à une fréquence de 413,44 mégacycles. Malheureusement, les techniciens d'Ummo ne parviennent pas à déchiffrer le message. Mais ils concluent qu'il est impossible que ce dernier appartienne au bruit de fond galactique. Ayant la capacité technique de le faire, ils décident d'envoyer une expédition habitée vers la source de l'émission, notre planète Terre. 28 mars 1950, dans la région de Digne-les-Bains, 3 nefs en provenance d'Ummo atterrissent en secret. Les expéditionnaires, ou mythes, établissent alors une base secrète, à quelques kilomètres de la Javie, en Haute-Provence, et entament un minutieux travail d'observation de nos usages et coutumes. Bonne chance les gars. Après 16 années passées à apprendre à se fondre dans notre civilisation, en 1966, les Oumites décident d'entamer le processus de contact avec les Terriens. Afin de s'insérer progressivement dans notre culture, pour ne pas la bouleverser, puisqu'ils sont en avance sur nous sur à peu près presque tous les plans, la première étape consiste à sélectionner soigneusement un premier humain à qui ils apportent la preuve indiscutable de leur réalité extraterrestre. Et c'est cet humain qui devient le dactylographe des Oumites et commencera sur une simple machine à écrire, à rédiger et envoyer des lettres dictées par les Oumites à plusieurs groupes de récipiendaires soigneusement sélectionnés. C'est ainsi que pendant pratiquement les 30 années qui vont suivre, 30 ans, sur un total avoisinant les 1300 pages, avec des courriers envoyés de plusieurs endroits du monde, les lettres venaient parfois du Canada, parfois d'Australie, parfois d'Europe, les Oumites nous décrivent leur civilisation, leur philosophie et surtout leur science. Une science très en avance sur la nôtre et qui est loin d'être fantasque. Un directeur de recherche du CNRS avouera même avoir réalisé la plupart de ses travaux directement sur base du contenu d'une de ses lettres. Lettres auxquelles il a fini par croire alors que, initialement, son but était de les débunker. Les déclarations scientifiques contenues dans ces lettres présentent en effet une avance considérable sur nos connaissances. Et elles sont donc aujourd'hui, 56 ans plus tard, un moyen très efficace par leur prédictibilité de démontrer la réalité extraterrestre de la provenance de ces lettres. Mais avant d'y croire et de le répéter à tout le monde parce que c'est convaincant, on vérifie. Nous sommes conscients de la transcendance de ce que nous allons vous dire. Nous sommes conscients qu'une affirmation de ce type n'est d'habitude formulée que par un farceur, un perturbé mental aux idées délirantes ou par quelques journalistes ou publicitaires afin d'exploiter l'information à son profit. Quand une nouvelle sort du cadre normal de vraisemblance et qu'il manque des moyens et des éléments de jugement pour vérifier sa réalité, tout esprit équilibré et intelligent a le droit et doit adopter une attitude sceptique ou de méfiance, ou ne doit pas accepter le simple témoignage, encore moins, comme dans le cas présent, quand son origine est inconnue et donc suspecte de supercherie. Quant à nous, il est évident que ce que nous allons dire est certain, mais nous ne pouvons vous demander en toute logique de croire des manifestations aussi fantastiques. Nous admettons qu'à votre place, nous réagirions de la même façon. Par contre, l'attitude de celui qui tolère a priori une quelconque version est admissible si ensuite il l'analyse soigneusement et sans passion afin de rechercher la vérité. Pour ces raisons, nous sommes parfaitement conscients du fait que nous n'allons pas être crus en ce qui concerne la révélation que nous vous exposons maintenant. C'est ainsi que commence la toute première lettre au mythe connue, reçue par Fernando Sesma, l'animateur d'un groupe de réunions ésotériques qui s'appelait Les Amis de l'Espace, dans un petit café espagnol en 1966. Oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, en fait, les gens se réunissaient dans des cafés et ils faisaient des petites discussions, les derniers ragots, les petits machins sur le surnaturel. Si ce premier contact commence par un appel à prendre du recul avec esprit critique, ce qui est saluable, la suite, en revanche, commence à titiller du côté de la preuve formelle. Alors en effet, à ce stade, il n'y a absolument rien pour adhérer au délire. Ok, 1300 pages qui décrivent une civilisation extraterrestre, c'est cool, mais c'est pas les romans qui manquent pour égaler ce score. Seulement voilà, les lettres aux mythes,
c'est pas 1300 pages de roman. C'est plutôt 1300 pages de données, souvent très pointues, qui concernent des tonnes de disciplines scientifiques tout aussi pointues. Voyez-vous même, rien que dans la première lettre, lorsque les Zoomites nous détaillent leur planète, nous avons droit à un niveau de précision qui va parfois jusqu'à 6 chiffres derrière la virgule pour des mesures comme l'elliptique d'excentricité avec leur étoile, qu'ils appellent Yuma, ainsi que son type spectral, un type M, autrement dit une étoile naine. Quant à la planète Ummo, ils nous décrivent avec précision son rayon équatorial, sa masse, son inclinaison à la normale du plan de translation, son temps de rotation sur son axe, son accélération gravitationnelle, son ascension droite, sa déclinaison, sa magnitude visuelle apparente, qu'ils annoncent réduite à cause de la présence d'un grand nuage de poussière cosmique à 3,682 parsec. Et enfin, sa magnitude visuelle absolue. Je sais pas vous, mais moi je trouve que pour une farce destinée à un petit groupe d'allumés dans un vieux café de Madrid, ça commence de façon très élaborée. Et la suite de cette première lettre est tout aussi dingue. Les Zoomites voyagent plus vite que la lumière, parce qu'ils voyagent dans un espace décadimensionnel, c'est-à-dire à 10 dimensions. Ils détaillent leur système mathématique, qui est en base 12 au lieu de 10 comme le nôtre, nous expliquent que leur unité de temps est basée sur la demi-vie de l'isotope C du thorium, soit 3 minutes et 9 secondes. Ils nous détaillent calmement que la fréquence des impulsions d'activation de leur centre nerveux situé dans le plexus choroïdien ventrolatéral de l'encéphale est de 6,12 puissance 3 cycles par seconde. Ah oui, et aussi ils précisent que leur constante biogénétique est de 6,58102 fois 12 puissance moins 10 secondes, ce qui correspond au temps mis par l'état quantique pour s'établir dans l'atome de carbone de la chaîne d'ADN pour la formation d'un gène. Vas-y zététicien, débunk, allez vas-y débunk. Rien que pour critiquer cette première lettre, il faut avoir des bases solides en cosmologie, en astrophysique, en mécanique quantique, en physique, en biologie. Et je le rappelle, ce ne sont que la demi-douzaine de premières feuilles d'une série de plus de 1300 pages étalées sur 30 ans. Tout aussi dense en informations pointues, si pas plus. Et c'est pas tout! Non, 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 non! Ils nous décrivent aussi en long et en large leur apparence morphologique, leur fonctionnement social, leur politique, leurs habitations, leurs véhicules, leur quotidien, leur histoire, leur planète, leur système solaire. Mais ça va beaucoup plus loin encore. Ils décrivent des choses qu'on ne sait pas sur l'univers. Et à travers plusieurs observations de qualité scientifique, ils décrivent la preuve de l'existence de quelque chose qui s'apparente à l'âme. Ils ont également découvert, grâce à la science, l'existence de lois morales qui gouvernent les créatures pensantes dans l'univers. Une véritable forme de physique de la morale, qu'ils détaillent en profondeur. Et cerise sur le gâteau, vous l'avez vu venir, ils croient fermement, toujours preuve scientifique à l'appui, en une source consciente de toute chose qui existe. Et même qui existe en dehors de l'univers observable, grâce à leur principe de tétravalence, sur lequel on reviendra. De là à parler de la preuve scientifique de l'existence de Dieu, un phénomène qu'ils nomment Woa, il n'y a qu'un pas. Cette civilisation nous ressemble fort, d'autant que leur apparence, selon ce qu'ils disent, est très proche de l'humain nordique, scandinave, avec un front proéminent, un teint pâle. Et cette surprise fut également la leur morphologie est similaire à la nôtre à 93,4%. En gros, pour eux, quand on est habillé, il n'y a pas vraiment de différence à première vue. Vous pouvez trouver ça ridicule, mais comme le dit si bien Prot dans le film K-Pax. Comment est-ce que... Enfin, comment est-il possible que, venant de l'espace, vous ressembliez à ce point-là à n'importe lequel de mes semblables? Pourquoi est-ce qu'une bulle de savon est ronde? Une bulle de savon est ronde parce que c'est la configuration énergétique la plus efficace. Même ordre d'idée. Car ils connaissent 74 planètes habitées, dans lesquelles la plupart des êtres civilisés ont une forme humanoïde. Dans le cosmos entier, la forme humanoïde est celle qui correspond aux êtres civilisés, à l'image de la forme sphérique qui correspond aux planètes. Les plus grandes différences morphologiques entre l'humain et l'oomite se situent plutôt au niveau hormonal et organique. Alors oui, vous allez me dire, la coïncidence est trop forte, c'est impossible. Mais permettez-moi de vous rappeler que les coïncidences incroyables ne sont pas une rareté dans l'univers. Et même sur Terre, il y en a qui font partie de notre histoire depuis toujours. Ne vous êtes-vous par exemple jamais émerveillé du fait que le disque lunaire recouvre parfaitement le disque solaire lors d'une éclipse, alors que ce sont deux objets de taille complètement différente? Et les coïncidences incroyables, ça existe en quantité pratiquement infinie dans le cosmos. Est-ce que vous savez par exemple que votre nom complet est très probablement lisible quelque part dans les fissures d'une roche sur une planète lointaine? Pensez-y.
Les lettres ou mythes sont tellement fournis en détail que tout au long de cette vidéo, je vais faire défiler ici les illustrations et les passages les plus incroyables de ces courriers. Je mettrai l'accent sur les données de qualité scientifique. Si vous êtes un expert en quelque chose, il y a fort à parier que vous y trouverez de quoi challenger votre esprit. Mais nous ne sommes pas tous experts en quelque chose. Et ces lettres séduisent avant tout grâce à leur univers, la version de la réalité qu'elles décrivent. Une cosmogonie que nous sommes tous, croyants, experts, sceptiques, néophytes, capables d'apprécier. De savourer, je dirais même. Alors, je vous propose un deal. Pour les minutes qui viennent, on oublie les histoires de vrai, pas vrai, croire, pas croire. Asseyez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, parce que le voyage vers Ummo est, quoi qu'on en pense, une authentique expérience de pensée, à la rencontre d'une civilisation qui nous ressemble suffisamment que pour pouvoir dire qu'elle nous est supérieure. Attention, 3, 2, 1, décollage. L'astre Yuma se couche sur l'horizon. Grâce à son piston central monté sur un système pneumatique à vapeur de sodium, votre Xaabi, maison en forme de soucoupe montée sur une tour qui vous a été fournie par le conseil d'Ummo, juste après avoir terminé votre formation culturelle et technique, prend de la hauteur pour capter les derniers rayons de lumière du jour. L'horizon est relativement plat. Seules quelques collines verdoyantes lui donnent une ondulation légère, ponctuée des Xaabi de vos voisins qui percent le bas du ciel comme autant d'immenses champignons. Vous remarquez d'ailleurs au loin que la maison de votre directeur se lève également. Elle n'a que 5 pièces, alors que vous en avez 6. Elle est plus modeste que la vôtre, et c'est bien normal. Sur Ummo, ce n'est pas la hiérarchie qui récompense, mais la somme de vos apports à la société. Soigneusement analysée et calculée par les Xanmo Ayuba, le réseau d'ordinateurs gérant la société Umite. Vous commandez à la pièce dans laquelle vous vous trouvez de se transformer en méditarium, l'équivalent Umite de la chambre terrestre. En effet, dans les Xaabi d'Ummo, n'importe quelle pièce peut servir à n'importe quelle pièce. Pour cela, vous émettez un cri qu'un dispositif miniaturisé dans votre gorge amplifie, car tous les Umites ont les cordes vocales atrophiées. Les microphones à magnétostriction de la pièce transmettent votre ordre à la Xaabi. Au sol, via les dalles de forme triangulaire, circulaire, carrée, qui sont peintes entre autres de carmin, bleu, magenta, jaune, apparaissent les éléments qui composent votre méditarium, tandis que les divers meubles ou dispositifs d'usage topique de la salle à manger disparaissent sous la pièce. Votre salle à manger se transforme en méditarium, dans un balai gracieux d'objets divers. Une dalle en forme de rectangle orange, le signal universel pour le siège, s'enfonce dans le sol, créant une fosse qui vous permet de vous asseoir. Astucieux. Votre conjoint ou conjointe vous rejoint et s'assied dans son propre siège. Une légère lumière cyan éclaire la pièce. C'est l'heure pour vous deux de méditer avant de dormir. Après avoir fait le vide en vous, vous commencez par vous rappeler le délicieux Iai Keai, l'art de mélanger des essences aromatiques, qui a été préparé pendant plus de 20 minutes par votre conjoint ou conjointe ce matin. En tant qu'Ummite, votre sens de l'odorat est largement plus développé que celui des humains. C'est donc un art extrêmement important qui compte énormément dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, les senteurs qui accompagnaient la séance de bain vaporisée de ce matin vous rappellent cet incroyable Iai Keai Uxa, grand spectacle public de séquences aromatiques obéissant à des normes esthétiques très rigoureuses que vous aviez appréciées en groupe il y a de cela quelques jours. Un authentique concert de parfums, à l'image des humains qui se rendent à des concerts sonores. Votre esprit vagabonde à présent vers des pensées plus utiles. Vous anticipez le trajet que vous ferez demain pour vous rendre au travail. Ces derniers temps, vous aimez prendre votre UEA, votre véhicule volant, qui fonctionne aux cristaux de tétrafluorure de xénon dans un réacteur toroïdal, et commander au réseau mondial d'ordinateurs de survoler les anciennes voies terrestres, datant de l'époque où les déplacements s'effectuaient en Noia UEA, une sorte de véhicule marchand, respectueux de la nature des sols. Ces routes sont devenues rares. Étant constituées d'une couche de bioxyde de silicium fondu à 1700 degrés, l'épaisse couche homogène cristallisée et rugueuse résistant à l'abrasion et aux charges statiques et dynamiques des véhicules qui y circulaient autrefois, enlaidissent le paysage naturel d'Ummo. Elles ont donc été progressivement retirées. Il est temps de tourner votre esprit vers Woa,
la source même de l'existence, dont l'essence vous échappe encore de par sa nature adimensionnelle. Vous commencez par ressentir le plaisir esthétique de votre existence spirituelle. Vos bonnes actions du jour, passées en revue, augmentent votre satisfaction intérieure par leur adéquation avec les Oua, les lois morales du cosmos. Votre esprit de service est résolument tourné vers vos frères et sœurs d'Ummo, particulièrement sur l'aspect collectif. Vous savourez ce temps passé à communiquer avec votre propre transcendance. Le temps. Encore un aspect du Waham, l'univers, que les terriens n'ont pas compris. Le temps n'est pas une fonction dans laquelle des grandeurs physiques peuvent être mesurées. Le temps est l'incrémentation de l'information elle-même, au niveau atomique, voire quantique. Le temps maintient éternellement vrai toutes choses qui ont eu lieu dans l'univers. Vous vous laissez emporter par la fascination de l'œuvre de Wa, lui qui a établi les bases des atomes et des lois régissant le cosmos. Vous vous perdez quelques instants dans le vertige de l'absence de signification qu'a pour lui l'idée même de création. En effet, comment le créateur peut-il créer la création? Voire même l'idée même de coexistence avec cet univers dont il est pourtant la cause. Oa ne fait pas partie de sa propre création, et pourtant il est compris par cette dernière. Il est le générateur suprême de tous les cosmos possibles en simultané. Il est aussi le générateur de l'idée des êtres libres, dont vous faites partie. Des êtres capables d'avoir des idées également, comme lui, et indépendantes de lui, sans quoi le concept même d'idée n'aurait aucun sens. Oa, dont l'essence n'est accessible qu'en transcendant les notions de vrai et de faux pour y ajouter, grâce à la tétravalence, les notions de vrai en dehors de l'univers observable, à l'image des émotions, à l'image des idées, c'est-à-dire la vérité abstraite. Et puis il y a cette quatrième valeur que les humains ont tant de peine à comprendre. Ni vrai, ni faux, ni abstrait, mais indéterminé au sens quantique du terme. L'état suspendu dans lequel tous les possibles existent. Vous venez de passer les 75 minutes de méditation qui précèdent chaque nuit. C'est l'heure pour vous de vous coucher, apaisé. Vous et votre conjointe ou conjoint commandez la fermeture de vos sièges. Il n'en reste bientôt qu'un rectangle orange à même le sol. Exceptionnellement, vous n'avez pas envie de dormir par terre cette nuit. C'est donc l'heure de commander l'apparition des deux Woioa, l'équivalent de nos lits terrestres. Chacun le sien. 2 anneaux émergent du sol et flottent dans l'air grâce à un simple système de lévitation électromagnétique. Une mousse organochimique se répand à l'intérieur des anneaux et se solidifie avant d'être dispersée par un système gazeux qui oblige l'agglomérat mousseux à prendre une forme de divan spongieux. Vous ôtez votre Eoe du jour. Il s'agit du vêtement traditionnel sur Ummo, une sorte de grand poncho circulaire jetable, et vous le déposez dans l'Imahui, équivalent d'une bouche d'égout terrestre, dans lequel il sera décomposé par l'action d'un combiné d'acide avant d'être désintégré dans le réseau d'ordures, pour être enfin converti en hydrogène libre relâché dans l'atmosphère. La pollution, c'est une affaire du passé sur Ummo. Vous vous couchez confortablement, votre conjointe ou conjoint également. Toute l'Axahabie est silencieuse. Cette nuit, les panneaux de protection acoustique construits avec un composé de germanium totalement transparent sont levés et vous permettent d'admirer la voûte céleste nocturne d'Ummo. De longs rubans verts et pourpres apparaissent suspendus à différentes altitudes, tirant vers le jaune pâle et l'orangé à l'horizon, recouvrant comme un voile soyeux et transparent le tapis d'étoiles du ciel. En sécurité, heureux, accompli. Le sommeil vous gagne enfin et vous vous endormez à la rencontre d'un jour nouveau sur votre belle planète, la planète Ummo. Ce que je viens de vous décrire, alimenté par les innombrables détails qu'on trouve dans les lettres Ummite, n'est qu'un minuscule aperçu de l'utopique civilisation de nos frères et sœurs de l'espace. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai dû en bouffer des lettres pour réussir à vous sortir ce petit condensé. Je sais pas vous, mais moi, quand je saisis l'ensemble de ce qu'est le dossier Ummo, je peux pas m'empêcher d'avoir une petite partie de moi, au fond, là, quelque part, qui a envie d'y croire. Comme un désir, comme une attraction, une espèce de « Ah, si c'était vrai ».
Je vois cette description de leur monde, et du nôtre, à travers leurs incroyables connaissances, comme un ensemble accessible et confortable, rassurant d'informations descriptives. Comme si pour une fois, c'était l'univers tout entier qui se rendait compréhensible pour moi. Et non plus moi qui devais réaliser une gymnastique compliquée, inconfortable, pour comprendre les mécanismes de l'univers. Et je dis ça malgré la complexité des lettres. Parce que là, clairement, nous n'avons fait qu'effleurer la surface d'Ummo. Il y a des pages et des pages sur leur propre théorie quantique, leur sociologie, leur biologie, leurs mathématiques, etc., etc. Le folklore ou mythe ne se cantonne d'ailleurs pas qu'aux lettres. Aujourd'hui, par exemple, le dossier Ummo se poursuit sur Twitter. Et quelques années auparavant, c'était sur les forums. Un certain Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, a d'ailleurs consacré un livre entier, parmi sa collection de bouquins dédiés à Ummo, à décrire comment il avait réussi à prouver qu'un des intervenants oumites sur un forum était en réalité une intelligence artificielle, qui servait d'interface entre les humains et les oumites. Vous savez, un petit peu à l'image de ces insectes robotiques qu'on place parmi des insectes, pour pouvoir les influencer, communiquer avec eux quelque part. Alors que nous n'en sommes pas capables directement. C'est pour ça que j'affirme que le dossier Ummo est non seulement riche en rebondissements, mais également en raison d'y croire. D'ailleurs, à ce stade, pourriez-vous noter ou dire à voix haute, non pas à quel point vous y croyez, mais à quel point vous êtes attiré par ce récit. C'est-à-dire, je voudrais que vous mesuriez l'intensité séductrice du voyage que je viens de vous proposer. Comme d'hab, on se fait une petite note sur 10, 0 étant « je ne ressens aucune envie que tout cela soit vrai », et 10 étant « si ça pouvait être vrai, ce serait génial ». Ok, c'est pas une note de crédibilité, c'est une note de séduction. Vous avez votre code de séduction? Gardez-la pour la fin. Allez, on continue. Vous le savez, sur cette chaîne, je revendique que ce ne sont pas les raisons de croire en quelque chose d'alternatif qui doivent nous inviter à décider de sa crédibilité. Lorsqu'une affirmation est à part, particulière, ésotérique, alternative, débattue, il vaut mieux principalement tenir compte des raisons de ne pas y croire, pour se forger une opinion. Alors, avant d'envoyer tout le monde kiffer son orbite sur Ummo, comme je l'ai fait avec vous, on vérifie. Parce que oui, mesdames et messieurs, s'il y a bien un dossier que l'on peut prendre à son propre jeu, c'est celui-là. On peut par exemple se demander à quel point il est auto-cohérent, c'est-à-dire à quel point il fait mieux que Star Wars, point de vue continuité. Est-ce que les premières lettres sont cohérentes avec les dernières? Et on peut aussi se demander à quel point, si ce dossier est d'origine humaine, il a été influencé par son époque. Mais avant cela, petite mise en garde. L'affaire Umit est irréfutable. Oui, parce que je vous voyais venir, on peut aussi juste vérifier si les infos sont vraies ou fausses, mais... Le dossier Ummo contient une affirmation maintes fois répétée, qui empêche, quoi qu'il arrive, d'exclure définitivement son origine extraterrestre. Et là, c'est le sceptique qui parle, je vous le dis, il est impossible d'exclure définitivement l'origine extraterrestre du dossier Umit. Vous allez comprendre. Cet argument, il est d'une simplicité enfantine. Les lettres disent elles-mêmes qu'afin de conserver notre méfiance, afin qu'on ne les croie pas, puisque leur objectif n'est que de faire partie de notre culture, progressivement, et non pas qu'on croit tout ce qui est dedans, elles contiennent volontairement plusieurs erreurs. Impossible à ce moment-là de les prendre en défaut. Le dossier est irréfutable et a donc une qualité scientifique très faible. Pour savoir pourquoi, vous irez voir les sources sur la réfutabilité, l'argument popérien en description. Qui ne constitue pas toute la méthode scientifique, on se calme, on le sait, on l'a déjà dit et répété. N'empêche que dans ce cas-ci, il s'applique vachement bien. Ceci étant dit, passons en revue quelques épines choisies que nos amiches de l'espace se trimballent dans le pied. Petit exemple, dès la première lettre, ils annoncent que leur unité de temps est basée sur la demi-vie du thorium-C, soit 3 minutes et 9 secondes, vous vous souvenez, je l'ai dit. Or, le thorium-C, depuis, on l'a renommé thallium-208, et sa demi-vie, qu'on connaît maintenant avec précision, est en réalité plutôt de 3 minutes et 3 secondes, avec une marge d'erreur qui se joue au dixième de seconde. En plus de ça, les autres lettres parlent non plus de 3 minutes et 9 secondes, mais bien de 3,09 minutes, ce qui est toujours pas le bon chiffre. Et d'une lettre à l'autre, les valeurs changent. 3,1 minutes, 3,09 minutes, ou encore 3,0994 minutes. Donc voilà, là on est sur une donnée qu'on sait aujourd'hui fausse, et en plus qui est non constante à travers le dossier. Les lettres qui décrivent la société Umit sont très sexistes. La femme Umit y est qualifiée d'âme du foyer. Lorsqu'il faut parler de son emploi, l'exemple choisi pour la femme est paysagiste.
alors que le mari a pour métier de vérifier la composition des sols à l'aide de puissants outils. C'est l'homme de la maison qui dicte les consignes de la journée à tout le monde, à toute la famille, même si après il y a une conversation groupée sur le sujet. Mais attention, les Oumites disent quand même que leurs femmes leur sont supérieures dans l'art de préparer les parfums. Qu'elles créent soigneusement aussi bien, dixit la lettre D41.3, qu'une femme terrestre assaisonne ses plats. Alors on me dira, mais oui, mais il y a bien la lettre D540, qui s'intitule « Oppression de la femme par l'homme ». Mais quand on la lit, on y voit plutôt beaucoup de maladresse, qui en fait dénonce l'origine bien humaine de son auteur. D'autres passages des lettres sont ouvertement transphobes, nous racontant une fois encore pas mal de choses sur son auteur. Comme ce passage qui tente d'expliquer l'érotisme sur Ummo. Le seul acte de transition entre rester recouvert par les Ewe, les vêtements, le poncho là, et de se dévêtir, représente pour nous un contenu érogène si intense que nous pouvons seulement le comparer sur Terre à la réaction de ces perversions sexuelles que les psychiatres terrestres qualifient avec l'appellation de travestis ou de transsexuels. Voilà. Est-ce que je dois commenter? Oui. Donc les Oumites se sont dit que pour expliquer aux humains à quel point ça les chauffe quand ils se foutent à poil, la comparaison la plus adéquate, c'est ce que l'on ressent quand on se travestit, a.k.a. quand on est transsexuel. Je crois que ça pue du cul. On peut également y découvrir quelques pépites sur l'homosexualité. Écoutez ce petit passage de 1966. Garçons et filles sont éduqués à partir de 13,68 ans, dans une sorte d'université, petite ville en miniature, où la discipline est rigide, ce qui rend toute leur vie conditionnée à cette formation. Ces centres sont appelés Unawo Ue. La coéducation est seulement appliquée à certains groupes réduits d'adolescents, dont les membres accusent à l'électroanalyse cérébrale et à l'examen psychique des tendances à l'homosexualité. Tendance que nous avons pu corriger depuis longtemps. Oui, enfin voilà, en même temps 1966 quoi. Je crois que c'est une erreur volontaire qu'ils ont laissée pour qu'on croie pas qu'ils sont réels. Bon, je vous passe les détails, mais curieusement, au fil des années, le progressisme dévoilé dans les lettres Oumites est quand même assez bien calqué sur l'évolution du progressisme humain. En voilà encore une coïncidence bien étrange. Mais surtout, un beau jour de 1993, le mythe s'effondre. José Luis Jordan Peña, j'espère que j'ai un meilleur accent espagnol que mon accent oumite, technicien supérieur en télécommunications et professeur en sciences et physique, qui était un des étudiants qui assistait aux réunions des Amis de l'Espace, vous savez, dans le café espagnol, avoue être l'auteur des lettres. Et dans la mesure où le gars a quand même fondé 2 microsectes pour assouvir ses tendances sadomasochistes, je ne critique certainement pas la tendance en elle-même, mais le fait de créer 2 sectes pour les assouvir, en revanche, c'est particulier quoi. On peut se dire que ça explique pas mal de trucs. Rasoir et tout le tout team, si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers cet épisode de Méthode Z. Vous comprenez qu'il est indubitablement logique de préférer l'hypothèse de l'auteur du canular. Je sais, c'est incroyable, le mec a écrit 1300 pages, rempli, truffé de verbiage scientifique. Est-ce que c'est impossible que ce soit lui? Carrément pas. Peña finira par révéler tous les détails de cette affaire dans la revue sceptique La Alternativa Racional, numéro 29, été 1993 donc. Mais alors, me direz-vous, pourquoi encore y croire aujourd'hui? Eh ben, le dossier Oumite comporte une petite soupape de sécurité, en plus de son irréfutabilité. Peña s'est rétracté quelque temps plus tard en déclarant que c'était les Oumites qui l'avaient forcé à faire ses aveux. Parce qu'il fallait désinformer la population qui commençait à trop croire en la réalité de ses lettres. Alors, à présent, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous placez votre curseur de séduction? N'hésitez pas à noter l'évolution de votre cote en commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous changez votre appréciation, la séduction qu'une croyance représente pour vous. Pas à quel point il faut y croire, mais à quel point c'est un beau rêve, quelque chose d'attirant, juste du fait que vous connaissez son origine probable. Débunké donc. Voilà, je voudrais juste voir si le debunk a un impact sur la séduction d'une histoire.
C'est bon, vous l'avez? Vous avez dit votre cote à voix haute ou vous l'avez noté? Pas de triche, hein, parce que maintenant je vais vous dire ma cote, et je voudrais pas qu'elle influence la vôtre. Personnellement, quand je me plonge dans les lettres ou mythes, mais que je les lis quoi, je suis sur un bon et franc 8 sur 10. Et puis quand je lis tout ce qu'il y a de critiquable sur le dossier Ummo, bah je redescends à un 5, 4. Mais plus envie de lire la logorée d'un type un peu malsain. Vous voyez, dissocier l'œuvre de son auteur, c'est pas si simple comme question. Haha, je parie que vous l'aviez pas vu venir ce thème. Bon, maintenant, toute autre chose. Je vais vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un Polaroid de ma tronche, dédicacé, où il est écrit TrockUp #1. Je voudrais donc vous parler de la TrockUp. Vous le savez, l'objectif de la plupart des youtubeurs, c'est d'avoir une chaîne qui est autonome. C'est-à-dire, sans vouloir être gourmand, une chaîne de laquelle ils peuvent se préoccuper tout le temps, en faire leur travail principal, sans avoir à se soucier des revenus, etc. Jusqu'ici, personnellement, j'utilisais Tipeee, Utip, et aussi Patreon, Bitcoin, PayPal, pour avoir des dons de votre part et pouvoir continuer à travailler sur cette chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui ont fait ce geste, qui continuent à le faire. C'est grâce à vous que cette vidéo existe. J'insisterai jamais assez. C'est super chiant parce que tous les youtubeurs disent ça dans leurs vidéos alors que c'est méga important. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez vraiment pas à aller par ces biais-là. Mais ceci pourrait, a le potentiel. Hein. C'est une petite déconnade qu'on essaye pour changer la donne. Je vous présente donc la TrockUp. Il s'agit d'un challenge complètement dingue qui se fait entre deux youtubeurs. J'espère que d'autres reprendront le concept, ce serait rigolo. C'est un petit jeu inspiré du célèbre échange de trombones qui a eu lieu il y a un paquet d'années. Ça va se passer entre moi et Gontran H de la chaîne éponyme Gontran H. Nous vous proposons d'échanger un premier objet. Donc lui, il a aussi un Polaroid avec sa tronche, signé, etc. Et nous vous proposons d'échanger ce premier objet contre un objet de votre choix, un petit peu plus supérieur en termes de valeur. Pas grand-chose, hein. Une valeur un peu plus supérieure, en tenant compte des frais d'envoi, etc. Et pendant 1 an, nous allons répéter l'opération autant de fois que possible. C'est-à-dire que ça, vous me l'échangez contre, je sais pas moi, une belle lampe de bureau, et bien dans la prochaine vidéo, ce sera la lampe de bureau qui est proposée à l'échange contre un objet légèrement supérieur en termes de valeur. Et il sera dédicacé, numéroté TrockUp 2, etc., etc. Si vous avez envie d'obtenir le premier objet de cet échange, il vous suffit de m'écrire à l'adresse indiquée ci-dessous, qui se trouve également dans la description, alors il faut remplacer le petit A entre parenthèses par un arrobase. Vous mettez en objet TrockUp en majuscule, TROCUP, vous me dites bien que vous souhaitez échanger l'objet numéro 1 contre quelque chose de votre choix. Et moi, derrière, je choisirai un objet à rééchanger dans la prochaine vidéo. Le gagnant du challenge entre Gontran et moi est celui qui, au bout d'1 an, aura soit l'objet de la plus haute valeur, soit qui, en cours de route, aura abandonné par forfait parce qu'il veut garder l'objet qu'il a reçu. Je sais pas moi, si je me retrouve avec une trottinette électrique de très haute qualité, par exemple, je commence à hésiter. Le perdant est alors obligé de créer, dans le mois qui suit, une vidéo à la gloire du gagnant. Vous avez quelque chose à échanger contre cette photo ? Envoyez-moi un mail. Je précise que, avec ça, je peux aussi, si vous voulez, parler de la personne qui m'a envoyé l'objet. Donc par exemple, si je sélectionne votre objet, je peux citer votre nom. Je peux même parler de votre entreprise, pourquoi pas, votre association. Comme ça, vous pouvez faire un petit frais. Ah non, on se démerde comme on peut. Hein. L'intégralité des règles est dans la description, et je m'excuse par avance pour tous ceux à qui je ne répondrai pas, malgré le fait qu'ils me proposent un objet qui leur est cher, qui leur tient à cœur. Mais vu que je risque de recevoir pas mal de mails, je pourrai probablement pas répondre à tout le monde, même si, promis, je ferai un effort. N'hésitez pas à joindre une photo de votre objet également, parce que ça facilitera vachement la tâche. Et rendez-vous dans 1 an pour voir ce que ça donnera à l'échange au bout d'1 an. Et donc, pour savoir quel est le prochain objet, il suffira de regarder la prochaine vidéo. Surveillez la chaîne et n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'il en est chez Gontran. Parce qu'en fait, c'est une sorte de test entre nous, c'était une espèce de conversation qu'on essaie de résoudre pour savoir si l'effet David contre Goliath, étant donné le nombre d'abonnés supérieur que j'ai, par rapport à lui, allait entrer en jeu dans ce genre de circonstances. Parce qu'on se pose des questions, vous savez, sur est-ce que c'est le nombre d'abonnés qui compte, ou est-ce que c'est qui est abonné qui compte, le taux d'engagement, voilà, tout ça. Et comme on a tous les deux le rêve d'être totalement autonome avec nos chaînes, on s'est dit que c'était marrant comme jeu. Bien sûr, n'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le pouce, le commentaire, tout ce que vous pouvez faire pour mettre cette vidéo en avant. Et je trouve que ce petit voyage vers Ummo est tout à fait bienvenu dans le paysage audiovisuel actuel. Allez, chers humains de l'astre froid Oyaga, que vous appelez Terre,
je pose ma main sur votre auguste poitrine et vous recommande de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses là-dedans.